Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Après 10 ans d'absence, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est rentré chez lui en Côte d'Ivoire ce 17 juin. L'homme, dont la popularité ne s'est visiblement pas érodée, a été accueilli par d'immenses foules venues à sa rencontre. Mais que symbolise le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo? L'homme a-t-il encore un avenir politique? Si oui, comment l'imaginer? Sous quelle forme l'imaginer? Quel pas peut-il prendre dans le processus de réconciliation de ses compatriotes? Deux Ivoiriens. Avec moi, pour en parler, Nicolas Agbo, vous êtes professeur des universités, économiste, grand soutien du président Laurent Gbagbo. Êtes-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour parler du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Adama Diomandé, vous êtes, vous, membre du RHDP, grand soutien du pouvoir ivoirien. Vous êtes par ailleurs le président de l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés, l'ADDL. Merci à vous également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il fut d'abord opposant pendant de nombreuses années, puis président de la République pendant 10 ans, puis prisonnier de la CPI, la Cour pénale internationale, définitivement acquitté le 30 mars 2021 par les juges d'appel de la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a regagné son pays ce 17 juin. Pour les nombreuses foules venues en liesse à sa rencontre, il s'agissait tout simplement de l'enfant du pays qui revient après une longue absence. C'est un reportage signé Ange Bijou Nomenyo. Il est bel et bien arrivé en Côte d'Ivoire. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a foulé le sol de son pays aux environs de 16h10. Après 10 ans d'absence, ce retour en fanfare a créé une atmosphère de joie mêlée à une atmosphère tendue. Les forces de l'ordre déployées pour la sécurité ont refoulé la foule à coups de gaz lacrymogène. Cela n'a pas empêché quelques jeunes du quartier d'arborer les contours de l'aéroport pour accueillir leur héros. Je dis Aïe, Africa, Africa, liberté. Aïe, Africa, Africa, je veux être libre. Aujourd'hui, c'est aussi un autre jour de l'indépendance pour nous, pour l'Afrique. Merci à mon Seigneur. C'est dans un cortège d'une dizaine de véhicules qu'il a pris la direction vers le siège de son parti, le Front populaire ivoirien. L'ex-président ivoirien avait été relaxé de toutes ses charges par la Cour pénale internationale. Il était donc autorisé à rentrer dans son pays quand il le voulait. Nicolas Agbo, au moment où nous commençons cette émission, me vient à l'esprit l'image de Laurent Gbagbo lors de sa toute première comparution devant les juges de la CPI. C'était le 5 décembre 2011. Et il disait précisément aux juges, entre autres, « Maintenant qu'on est là, on ira jusqu'au bout ». Peut-on dire que ce bout, c'est aussi son retour de ce 17 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Merci. Merci de me donner la parole. D'abord, je voudrais faire un constat. À savoir qu'aujourd'hui, c'est grâce à la diaspora africaine, et grâce à ces médias, dont Africa 24, et par ailleurs, si vous me permettez, d'autres médias comme Afrique Média,
la diaspora et tous les réseaux sociaux que la vérité est sortie au grand jour. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour vous encourager, vous les médias de la diaspora. Bien, parce qu'il y a plusieurs techniques pour mettre quelqu'un sous l'éteignoir, pas un silence total. N'eût été l'intervention de Afrique Média, non, c'est Africa 24, Oui, nous, qui a c'est Africa transmis 24. en direct Oui. les réseaux sociaux et le procès, Oui. peut-être qu'on n'aurait jamais su la vérité. Je dis bien peut-être. N'eût été aussi d'autres médias, vous me permettez, comme Afrique Média du Cameroun, avec leurs panélistes comme les Banakani, peut-être qu'on n'aurait jamais su la vérité. Donc, quand quelque chose est bien, il faut encourager. Voilà. La diaspora est aujourd'hui indispensable. La diaspora est le premier bailleur de fonds en Afrique. On a vu les autres présidents africains qui sont restés dans un silence énigmatique, alors qu'ils ont tous les pouvoirs pour pouvoir mobiliser toute leur population africaine pour en signe de solidarité. Il faut laisser la justice travailler. On a laissé la justice travailler. Je suis entièrement Et d'accord. les juges ont pris leur décision. Je suis entièrement d'accord, mais on sait ce qui se passe. Lorsque vous êtes jugé et qu'on sait que derrière vous, il n'y a personne, on sait comment vous juger. La CPI, pour jouer, je dirais, sa survie, a été obligée de donner ce résultat que nous voyons, à savoir la libération de Gbagbo au vu et au su des vérités. On revient au 17 juin. Voilà. Professeur, Donc, il est rentré ce 17 juin à Abidjan. Voilà. Maintenant, je viens sur la question que vous m'avez posée, à savoir le retour triomphal de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, toute la population en liesse. Et cette population qui est en liesse traduit beaucoup d'émotions, certes, mais d'abord, il y a plusieurs interprétations. Première interprétation, c'est l'accueil du fils du pays. C'est ça. L'accueil du fils du pays. L'enfant du pays est rentré après Voilà, une naissance. qui a été victime d'une injustice. Donc, déjà, accueillir le fils du pays, c'est tout à fait naturel. Deuxièmement, c'est l'injustice qui est combattue. C'est-à-dire, cette population en liesse, en train de montrer qu'effectivement, on ne peut pas soutenir l'insoutenable. D'accord. Vous avancez plusieurs points en même temps, mais je vais laisser M. Diomandé vous répondre, mais nous dit aussi comment il a vécu, comment vous avez vécu le retour ce 17 juin de l'ancien président Laurent Gbagbo à Abidjan, en Côte d'Ivoire. M. Diomandé. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je pense que cette chaîne Africa 24 fait beaucoup pour l'Afrique. Merci. Je me souviens aussi que j'ai été invité pour montrer tout ce que Laurent Gbagbo a fait de mal à son pays. Donc, que le professeur loue les louanges d'Africa Média, moi, je ne suis jamais allé sur Africa Média. Je sais que le travail que Africa 24 fait toujours sur l'Afrique est toujours sans arrière-pensée. En ce qui concerne le retour de Laurent Gbagbo, bon, je pense qu'il est retourné avec beaucoup d'amertume quand même. Cette humiliation, il a cherché. Cette humiliation, il a cherché pour lui-même et pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a été... Vous parlez de sa détention à la CPI. Sa détention à la CPI... C'est de cette humiliation que vous parlez? Oui, mais sa détention à la CPI et dans l'état où il a laissé le pays. Vous savez, Laurent Gbagbo, sa responsabilité ne peut pas être effacée parce qu'il a été le président de la République pendant 10 ans. Sous sa présidence, il y a eu cette rébellion. Quand on jure qu'on va défendre son pays, c'est avec tous les moyens, toutes ses capacités intellectuelles, politiques, qu'on défend son pays, il n'a pas su le faire. Vous voyez ce retour, vous dites un retour triomphal. Je n'ai pas dit triomphal, c'est le professeur. C'est le professeur. Le professeur dit un retour triomphal. Moi, je trouve que
ce retour a montré la carence de Laurent Gbagbo et de son parti. Vous voyez encore comment les partisans de Laurent Gbagbo n'ont pas su organiser correctement son retour, parce qu'il y a d'autres images que moi j'ai vues. Et vous faites allusion aux incidents avec les forces de l'ordre? Il fallait défendre, on n'allait pas laisser tous les bateaux envahir l'aéroport, puisqu'il fallait assurer la sécurité physique de Laurent Gbagbo aussi. Si les forces de l'ordre laissaient tout ce monde rentrer à l'aéroport, on n'imagine pas ce qui pouvait arriver. Même avec les hauts cadres du FPI, vous avez constaté la pagaille. Et je dis aussi, ça peut-être c'est dans le domaine privé, mais un ancien président qui, aux yeux du monde, son ex, sa femme vient l'accueillir, et vous voyez comment cette dame a été... Ça, c'est sa vie privée. Oui, on ne va pas rentrer, à ce stade, on ne va pas rentrer dedans. On ne met pas sa vie privée. Bon, pour un homme public, on ne met pas commenter ici. On ne met pas sa vie privée en pâture. D'accord. Mais vous jugez utile de l'évoquer. Vous l'avez évoqué. Il y a 2 points que vous évoquez, en revanche, sur lesquels je voudrais revenir très rapidement. Vous évoquez les incidents entre les badauds et les forces de l'ordre. Ne faut-il pas se satisfaire ici de ce que ce 17 juin, aucun Ivoirien n'a perdu la vie, ni à l'occasion de bousculades, ni à l'occasion de tirs à balles réelles? L'histoire retiendra au moins... C'est ce qu'on appelle bien gouverner. Voilà, c'est ça. L'histoire retiendra au moins que le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo n'aura pas été entaché de sang. Je veux même plus. Tous les Ivoiriens souhaitent aujourd'hui une bonne réconciliation. Parce que nous savons que la présence de Gbagbo va booster cette réconciliation, va consolider cette réconciliation. Là, c'est un point positif que vous évoquez et qui va nous permettre d'avancer. Non, parce que tout à l'heure, vous reveniez. C'est important, M. Diomandé, sur la responsabilité de les juges de la CPI. Il a été président. Les juges de la CPI ont dit qu'il n'a rien fait du point de vue du droit. Non, parce que tient à ça. Le dossier d'accusation a été mal ficelé. Mais c'est pas... ça n'efface pas la responsabilité de Laurent Gbagbo, puisqu'il a été président de la Côte d'Ivoire. Il y a eu victimes en Côte d'Ivoire quand même. Il y a eu 3000 victimes, sinon plus. Oui. Il y a eu rébellion à cause de sa malgouvernance. Ça, c'est une réalité, il ne peut pas l'effacer. Professeur Agbou, c'est vrai que le président Alassane Ouattara avait souhaité que le président Laurent Gbagbo, à son retour, ait accès au pavillon présidentiel. On peut considérer que c'est un geste politique fort, le premier geste politique fort posé par le président Alassane Ouattara. Vous le comprenez et vous le vivez aussi ainsi, qu'il ait souhaité que le président Laurent Gbagbo ait accès au pavillon présidentiel? Bien. Écoutez, moi, je ne rentre pas dans ce détail, mais je crois que vous allez me dire, voilà le pavillon présidentiel qui est là. Le chef de l'État, à la personne de M. Alassane Dramane Ouattara, était là pour accueillir l'ex-président dans un souci de réconciliation. D'accord, c'est ce que vous auriez souhaité. Ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. Je suis dans la logique de la réconciliation. Or, il arrive qu'il donne le pavillon présidentiel, c'est bien, mais il est vide. Vous croyez que vous êtes vraiment convaincu que le président Gbagbo est à la recherche de ses honneurs falsifiés? Président d'honneur, puis il est dans un pavillon, et puis il est pavillon d'honneur, et puis il est heureux. Non, c'est pas ça qui occupe le président Gbagbo. Ce qui occupe le président Gbagbo au plus haut point, c'est d'abord la Côte d'Ivoire et l'Afrique, face à ses ennemis qui sont le plus souvent des ennemis extérieurs. Lesquels ennemis extérieurs utilisent des ennemis intérieurs pour abattre l'Afrique. Tant que nous n'aurons pas compris ça,
hélas, 1000 fois hélas, malgré les multiples richesses qui sont sur notre sol et dans le sous-sol, nous les Africains, précisément nous les Africains noirs, nous serons toujours malheureux. Donc nous disons et nous répétons avec sérieux que le véritable problème, il est là. D'accord. Il n'y a pas longtemps, le frère disait que le fait de détenir Gbagbo à la CPI, cette humiliation, enfin, c'était une humiliation qu'il a méritée. C'est ce qu'il a dit. Si je me trompe, il peut toujours rectifier. Non, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ça, c'est un débat de fond. Mais personnellement, Oui. je ne rentre pas dans ce débat. Pourquoi? Parce que, comme ça a été dit à Abidjan, Oui, mais c'est du passé maintenant. mais c'est le passé qui instruit le présent. C'est vrai. Le cas présent instruit le futur. Donc, je disais qu'il faut tirer des leçons du passé Oui. pour mieux vivre dans le présent et préparer le futur. Vous évoquez... Donc, je disais, et je termine là, Abidjan a dit, quand je dis Abidjan, c'est le pouvoir, dit que nous allons transférer Gbagbo à la CPI, chez les Blancs là-bas, et il sera jugé de telle sorte que quand il sort vainqueur ou pas, en tout cas s'il est jugé, s'il est condamné, on ne pourra plus dire que c'est avec la complicité du pouvoir en place. Alors, vous avez évoqué Donc, un aujourd'hui- point, professeur, c'est important. Et comme on n'a pas assez de temps par partie, on va essayer donc de cibler les points saillants de vos propos pour laisser aussi la parole à votre contradicteur d'apporter son élément de réponse. Monsieur Adama Diomandé, le professeur a regretté, ou du moins vient de regretter, le fait que ce 17 juin, il n'y avait ni président de la République, ni Premier ministre, ni aucun ministre du gouvernement au pavillon présidentiel. Pour dire, comme vous dites, chez vous, en Côte d'Ivoire, Kouaba, au président Laurent Gbagbo. Mais vous savez, le pouvoir aurait voulu. Hein. Il y a quand même, l'ex-président Laurent Gbagbo a désigné ses partisans pour la négociation avec le gouvernement. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ceux-là souhaitaient réellement la présence du gouvernement? Ce n'est pas eux qui décident, c'est vous qui êtes... au Non, pouvoir. non. C'est vous Quand qui même, décidez. c'est son parti politique. Et puis, après tout, Laurent Gbagbo a été extradé parce qu'on a jugé qu'il a fait du tort à la Côte d'Ivoire. Maintenant, dans un souci de réconciliation, le président de la République a rétabli Laurent Gbagbo dans tous ses droits. Vous pensez aussi, quand même, Laurent Gbagbo a été jugé en dehors de la CPI, en Côte d'Ivoire, On reviendra tout à l'heure, pour des justement. faits. Ah, pour des ça, faits c'est qu'il n'a- important. Est-ce que le président a exigé la case prison pour Laurent Gbagbo? Ah, c'est important. Ça Non. nous permet effectivement une belle transition pour évoquer justement l'avenir politique ou l'avenir tout court de l'homme, puisque vous évoquez ces ennuis judiciaires, ça nous permettra d'évoquer effectivement l'avenir de l'homme, notamment son avenir politique. Mais ce sera après une courte pause. À tout de suite. Je vous remercie. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré au retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Il a été justement acquitté le 30 mars 2021 par les juges de la chambre d'appel de la CPI, la Cour pénale internationale, et l'homme est rentré ce 17 juin dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mais a-t-il encore un quelconque avenir politique? Écoutons avant d'en parler ce qu'en dit l'analyste politique ivoirien Séraphin Yao. En ce qui concerne son avenir politique, ce que je peux vous dire, quand vous voyez aujourd'hui le monde qui est sorti pour accueillir le président Gbagbo, vous comprenez qu'il a encore un capital estime qui est très élevé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aiment Laurent Gbagbo, les Ivoiriens comprennent que Laurent Gbagbo a souffert et continue de souffrir pour le bien-être effectivement des Ivoiriens et par-delà de tous les Africains. D'ailleurs, il a dit dans l'un de ses discours qu'il est vraiment Ivoirien, mais en prison, il a compris qu'il était d'abord africain. Donc pour vous dire qu'il a un capital estime, mais vous savez, en politique, il revient
à la personne elle-même de décider si elle veut effectivement représenter effectivement les couleurs de son parti politique aux prochaines élections ou pas. Je pense que c'est vrai qu'il a pris de l'âge, mais il a un capital estime, mais il lui revient, à mon humble avis, de décider. Alors, très rapidement, avant qu'on n'évoque les ennuis judiciaires de l'homme, professeur Agbohou, dans quel état d'esprit le président Laurent Gbagbo est-il rentré ce 17 juin en Côte d'Ivoire? Il a toujours dit, il n'y a pas de ressentiment chez moi, il n'y a pas de vengeance chez moi. Dans quel état d'esprit est-il rentré ce 17 juin en Côte d'Ivoire? Bien, je crois qu'il faut louer la valeur de l'homme. Lorsqu'on a été victime de telles atrocités, c'est-à-dire être dans une maison, dans sa maison, et on vous bombarde, ce n'est pas parce qu'on vous donne la vie, c'est parce qu'on veut vous tuer. Et ceci pendant plusieurs jours. Après l'avoir bombardé, on l'amène à Korogo, où pendant plus de 8 mois, il ne voit pas le jour. Et ensuite, il est déporté, aller à la CPI, où il fait plus de 10 ans, enfin, il fait 10 ans. Quand on est humain comme vous et moi, naturellement, on est animé des sentiments de vengeance. Lui, il fait le contraire. Il dit qu'il est venu pour apporter la paix. C'est ce que le frère vient de dire, que c'est un maillon manquant pour la réconciliation nationale. Absolument. Donc, un soldat de la paix. Pardon? Il est revenu en soldat de la paix. Voilà. A-t-il dit, donc, je disais qu'il faut déjà saluer l'homme. Il y a cette grande hauteur. Parce que quand on est chef d'État, quand on dirige tout un peuple, on transcende beaucoup de choses. Donc, je crois que le président Gbagbo, il faut le dire clair et net, il a dit dans sa déclaration dès son arrivée à Abidjan, il a dit, il reste un soldat et il est mobilisé. Ce sont ses propres termes. Il est soldat de quoi? Il est mobilisé pour quoi? Pour relever la Côte d'Ivoire. Absolument. Pour contribuer à la renaissance de l'Afrique. Dans la paix. Voilà. Dans la paix. Et ceci, lui, c'est pas quelqu'un, quand on dit soldat, on peut interpréter plusieurs façons, mais c'est pas celui qui tire les missiles par-ci, par-là. C'est un cerveau politique. Et c'est lui qui va donner le sens même, la direction qu'il faut suivre pour que nous sortions de l'ornière économique, sociale. La question de l'avenir politique du président Laurent Gbagbo ne peut pas être réglée si on n'aborde pas celle liée à ses ennuis judiciaires. Et vous l'évoquiez, M. Adama et Diomandé, avant notre pause. C'est vrai que le président Laurent Gbagbo a été condamné en 2018 à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO et à 329 milliards de francs CFA d'amende. Cette condamnation pèse encore sur lui. Que peut-on espérer par rapport à cette condamnation? Que le président de la République décide, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, de le gracier? Merci. Je pense que le président Alassane Ouattara est dans le schéma de la réconciliation. La condamnation que vous évoquez, si on voulait, si c'était dans la logique, Laurent Gbagbo descendait de l'avion, il partait en prison. Mais les juristes sont dubitatifs quant à la régularité de la procédure, quand même. Monsieur Diomandé, excusez nous sommes un pays souverain et notre justice est indépendante. Donc, personne ne pouvait empêcher la Côte d'Ivoire de poursuivre Laurent Gbagbo. Ça, c'est une réalité. Mais je vous donne juste un exemple et vous nous dites... Laissez-moi développer. Allez-y. Je dis que la Côte d'Ivoire, pendant 10 ans, a évolué. N'en déplaise aux professeurs, sur le plan économique, sur le plan social, Laurent Gbagbo va trouver un pays qui a fait un bond
économique, Les sociale. performances économiques de la Côte d'Ivoire sont saluées par tous. Bon. Absolument. Ça, c'est une réalité. Absolument. Si Laurent Gbagbo veut jouer sa partition, il participera pour solidifier la réconciliation, le vivre ensemble entre tous les Ivoiriens. Je pense que les louanges que le professeur fait à Laurent Gbagbo, si ces louanges-là étaient exactes, il a été président pendant 10 ans, il n'a pas su gérer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. On peut donner tous les arguments qu'on veut. Pourquoi vous dites ça? Expliquez. Parce qu'un président fort évite que son pays soit divisé, quelles que soient les causes. Évite une rébellion. Vous savez, depuis Alassane Ouattara au pouvoir, il y a eu une centaine de tentatives de déstabilisation, que ce soit par des revanchards, que ce soit une rébellion au sein même... une mutinerie, vous voulez dire, une mutinerie au sein de l'armée. Au sein de l'armée, que ce soit les djihadistes, il a toujours défendu son serment de sauver Donc, les Ivoiriens. C'est ce que Laurent Gbagbo n'a pas su faire. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est responsable de la rébellion de 2002 en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la responsabilité qu'on cherche. Vous dites, quand on est président... Oui, on défend son pays. On ne permet pas que une rébellion évolue. C'est ce que Alassane a su faire pendant 10 ans. C'est ce qu'on appelle un chef d'État. Par rapport à ces condamnations, on retiendra de vos propos que le président Alassane Ouattara fera ce qu'il faut pour qu'aucun ennui judiciaire ne pèse encore sur Laurent Gbagbo. Il a commencé, je vous dis, oui. Sinon c'était la case prison pour Laurent Gbagbo. Ça nous amène alors on considère que ce point est évacué. Oublions les questions de procédure non régulière, etc. Oublions tout ça. La condamnation est là. Il a été condamné en 2018. Monsieur Adama Diomandé nous dit ici que le président Alassane Ouattara est dans l'esprit de gracier ou de ne pas tenir compte de cette condamnation. Ça nous amène, monsieur Nicolas Gbagbo, à aborder la question de son avenir politique. Comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir politique de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? L'avenir politique de Gbagbo est déjà clair et net. Hein? Ah oui? Mais oui. Contrairement à ce que les uns et les autres disent, il a déjà dit de façon clair, sans aucune ambiguïté, il demeure un soldat et il est mobilisé. Ce sont ses propres termes. Laurent Gbagbo a déjà dit, contrairement à ce que certains disent, il dit la politique est un métier. Et lui, il en fait un métier. À partir du moment où il a retrouvé la liberté, vous voulez qu'il fasse quel autre métier au moment où il a 76 ans? Vous croyez que quand Gbagbo ce n'est pas à 76 ans qu'on change de métier. Pardon? Ce n'est pas à 76 ans qu'on change de métier, dites-vous. Non, je rappelle que à la seconde où nous parlons, Joe Biden, qui est le président des États-Unis d'Amérique, a 78 ans et il vient d'être élu. Vous avez raison. Kaïd Essebsi de la Tunisie était même plus âgé. Donc, j'ai fait exprès pour citer les États-Unis d'Amérique, parce que si c'est en Afrique, on va dire, bon, les Paul Biya et tous les autres, bon, ça c'est l'Afrique. D'accord. J'ai fait exprès pour citer les États-Unis d'Amérique. Il a 78 ans, c'est-à-dire il est plus âgé que le président Gbagbo. C'est vrai. Donc, ça ne sert à rien de distraire l'opinion. Donc, vous lui voyez encore un avenir politique en Côte d'Ivoire. Je ne me pose même pas la question même. Ah, la question ne se pose même pas. Pourquoi? Parce qu'il a des expériences. C'est ça. Qu'il va mettre au profit de son pays. C'est très intéressant ce que vous dites, professeur. Il a des expériences qu'il va mettre au profit de son pays. Jusqu'à sa dernière demeure. Pour qu'on dise, le jour où Dieu va l'appeler, sur sa tombe, on écrive, ce monsieur-là a lutté, a travaillé pour son pays et pour l'Afrique. Ce que dit... C'est ça qui est la ligne de conduite. Et Gbagbo nous a démontré, à travers tout ce qui s'est passé, que, c'est maintenant l'opinion internationale qui le reconnaît, c'est lui le président élu de 2010. Voilà. Parce que le combat est parti de là. Parce qu'on a l'impression qu'il faut mettre une trace dessus, etc. Comme disait l'autre, il dit que oui, bon, il a mérité, etc. Quand des élections
quand des élections sont organisées, eh bien, surtout de façon démocratique, il y a des institutions qui sont mises en place. Par exemple, le Conseil constitutionnel a dit Gbagbo a gagné les élections. Il a même prêté serment. On va plus revenir en 2010. Non, mais attention. Je le répète parce que si on ne fait pas ça, on sera dans un pays de désordre et on va s'entretuer toujours. Et pour rien. Je dis et je répète, pour un pays organisé, il faut des institutions en place. Et dans ce cas précis, c'est le Conseil constitutionnel dans n'importe quel pays du monde qui a gagné les élections et on le respecte. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, où on est venu dire le contraire, et jusqu'à même Sarkozy, parce qu'en fait c'est la France, il ne faut pas oublier le vrai problème, c'est la France. Je ne voudrais pas être désobligeant parce qu'il va vous répondre de parole. Il va vous répondre. Installer le désordre en installant la personne de son choix. Alors, le professeur a construit un argumentaire assez intéressant, répondant précisément à la question de l'avenir politique de Laurent Gbagbo, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il est sans ambiguïté. Il a appris à faire la politique. Il ne fera que la politique jusqu'à ces derniers jours. Mais vous comprenez très bien ce qu'il veut dire. Oui, je comprends. Vous comprenez très bien ce qu'il veut dire. Et puis, revenant sur la question des institutions, notamment celles qui valident les élections, vous avez bien compris la trame du raisonnement du professeur. Sauf qu'il y a quelques petites années, vous avez modifié la Constitution. Votre pouvoir a fait modifier la Constitution pour supprimer la limitation d'âge. Vous ne saviez pas qu'un jour, Laurent Gbagbo allait revenir à quitter en Côte d'Ivoire. Nous y voilà. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous savez, la Côte d'Ivoire a changé de logiciel. Même si le procès n'a pas changé son logiciel, la Côte d'Ivoire est gouvernée depuis 10 ans par le président élu. Oui. Donc ça, c'est une réalité que le professeur ne peut pas renverser. Maintenant, en ce qui concerne le désir de Laurent Gbagbo de continuer la politique, s'il en a la santé, tout le monde sait que c'est un phénomène politique, mais les Ivoiriens ont évolué, et même les propres partisans de Laurent Gbagbo ont évolué. Je veux dire par là que la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire a une jeune génération dans tous les domaines, économiques, politiques et même dans l'agriculture. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, le professeur a enseigné en Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 7 universités et 5 construites en 10 ans seulement. Ça, c'est la réalité. La réalité de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire veut évoluer. Bien sûr. Vous savez, la limitation d'âge a été sautée parce que on pensait que les 3 grands, Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, allaient d'eux-mêmes se retirer du combat politique. Ça n'a pas été le cas. Et le président Alassane Ouattara désire toujours qu'une nouvelle génération vienne les remplacer. Et ce schéma-là est actuel. Je veux dire que si Laurent Gbagbo... Sauf que la Constitution ne limite plus. Vous savez, la Constitution, on peut la changer. Vous allez revenir encore changer. Comment vous allez expliquer? Qu'est-ce qui l'empêche? Ah, vous le dites comme ça. Qu'est-ce qui l'empêche? Donc vous reviendrez, quoi? On était en 2016, vous reviendrez 4 ans après. Si Bédié en 2025, si Bédié à 91 ans ou bien 95 ans veut être président, si Laurent Gbagbo à 85 ans veut être président... Non, en 2025, il a 76 ans, maintenant il aura peut-être 81 ans ou 80 ans. Je veux parler du président Bédié. Après, Gbagbo en 2025... Oui, mais c'est leur droit à la Constitution de la Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est le droit aussi aux Ivoiriens, au gouvernement, au président de la République, de dire que, bon, je peux modifier la Constitution, remettre à un âge... Non, parce on ne modifie pas une Constitution contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Non, on modifie pour la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire a besoin de sa jeunesse en politique. Vous voyez,
Je vais vous prendre un exemple. Je prends l'exemple du PDCI. Vous croyez qu'il n'y a pas d'homme jeune pour remplacer, comment dirais-je, monsieur Henri Konan Bédié? Monsieur Diomandé, oui. ce 17 juin, moi je n'étais pas à Abidjan, mais j'ai beaucoup de confrères qui étaient à Abidjan et qui décrivaient les foules qui étaient allées à la rencontre. C'est les partisans de Laurent Gbagbo? Pas seulement. Mais pas seulement. Il y a des militants FPI, des sympathisants, mais aussi d'autres Ivoiriens. Sortez vos vieux, jeunes enfants. Sortez vos archives. Quand Alassane est retourné d'exil en Côte d'Ivoire, c'était pareil. Oui, on n'est pas dans la comparaison. Moi, je vous parlais seulement du 17. Oui, mais c'est normal. Mais Laurent Gbagbo a fait 38% quand même. Hein? Oui. Ce n'est pas 38% qui étaient dans la rue. Les autres quartiers, les gens étaient vraiment s'occupaient de leur... Je vous dis, la Côte d'Ivoire a changé de logiciel. Le retour de Gbagbo, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Je propose... Sauf pour ses partisans. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. Troisième et dernière partie de votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Alors, quel rôle l'homme peut-il jouer dans la réconciliation de son pays, la Côte d'Ivoire? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter à nouveau Séraphin Yao. Il est analyste politique ivoirien. Le président Laurent Gbagbo, depuis même l'AE, vous avez compris que son discours était résolument tourné vers la réconciliation. Et depuis qu'il a été acquitté, il a dit qu'il rentrait en Côte d'Ivoire, non seulement pour prendre sa place dans l'échiquier politique, mais pour réconcilier les fils et les filles de ce pays. Et aussi, réconcilier également aussi les frères africains qui ont bien voulu nous faire plaisir pour habiter notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc vous savez que la crise depuis la mort de Fouboigny a opposé le président Gueye, paix à son âme, le président Gbagbo, le président Alassane Ouattara lui-même et le président Konan Bédié. Donc aujourd'hui, il ne reste que trois personnes, trois figures pro, très importantes, n'est-ce pas, de l'histoire politique de notre pays. Et donc je pense qu'avec aujourd'hui la venue du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il va reprendre sa place et je pense que les trois vont très rapidement, effectivement, se rencontrer pour jeter les bases d'une réconciliation sincère, une réconciliation durable, pour que nous finissions une bonne fois pour toutes avec les démons, effectivement, qui fatiguent notre pays, la Côte d'Ivoire. Finir une fois pour toutes les démons qui fatiguent votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est le souhait de Séraphin Yao, l'analyste politique ivoirien que nous venons d'écouter. C'est sans doute aussi le souhait de millions d'Ivoiriens, nos professeurs. Oui. Je crois que vous êtes témoin de ce qui se passe à Abidjan actuellement quand le président Gbagbo est arrivé. Oui. Presque toute la Côte d'Ivoire est là, mobilisée. Je sais qu'il y a un esprit partisan qui veut qu'on dise que oui, c'est un épiphénomène, etc. Mais il faut s'asseoir et poser la question, mais pourquoi Gbagbo est, comme il y a un journaliste, je crois, américain qui dit, Gbagbo, qui a été absent pendant 10 ans, est 2 fois plus populaire que celui qui est au pouvoir. Pourquoi la population se reconnaît en Gbagbo? Un des éléments de réponse. Professeur, vous êtes un imminent personnage. Ne citez pas je voudrais qu'on ne perde pas le temps. Je voudrais qu'on ne perde pas le temps. Laissez-moi finir mon argumentation. Donc, je disais que on le voit sur le terrain. Oui. Quand on refuse de voir la réalité en face, on ne peut pas changer. Quelle est la réalité du terrain? Aujourd'hui, où nous parlons, malgré la présence au pouvoir d'un éminent économiste, eh bien, le taux de chômage est astronomique.
Et je vais par exemple citer la BAD, Banque africaine de développement, dont le siège se trouve à Abidjan. Précisément. La BAD dit que 70 à 90% de la population se trouve au chômage. Le pouvoir en place dit non, c'est 25%. Mais peu importe. Vous allez sur le terrain, vous voyez partout des gens qui ont fait des diplômes, qui se retrouvent avec des cabines téléphoniques, etc. Donc il y a un malaise profond. Le chômage touche la population. Ça, c'est le premier point. Mais nous voulions Deuxième consacrer point, cette la partie à pauvreté est réconciliation. galopante. La pauvreté est galopante. Et pourtant, nous avons tout ce qu'il faut. Et comme je disais, parce qu'il faut quand même citer quelques éléments, en 1960, le revenu par habitant de la Corée du Sud était de $690 par personne par an. À l'instant, et pendant ce temps, la Côte d'Ivoire avait près de $1,000 par an. Et aujourd'hui, où je vous parle, le PIB par habitant en PPA, c'est-à-dire en parité de pouvoir d'achat, est de $44,000. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 5,430. Mais je vais même Mais vous vouliez tirer quelle conclusion? Voilà. Je suis en train de dire, malgré toutes ces années, malgré toutes ces richesses que nous avons, eh bien, la pauvreté, elle est galopante. La pauvreté, elle est là. Oui. Mais la pauvreté, et la question, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons toutes les richesses. Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Là, ce que vous dites transcende les pouvoirs différents qui se sont succédés. On est Voilà. d'accord. Parce que, comme l'a dit M. Diomandé, des rapports existent officiels qui attestent de ce que la Côte d'Ivoire a connu de performances économiques. Donc, je suis en train de dire... indéniables. Mais consacrons cette partie à la réconciliation. Nous voulions parler de la réconciliation. Et c'est là que j'arrive maintenant. S'il vous plaît. Au moment où Gbagbo était en train de mettre en place tout un système socio-économique pour combattre avec efficacité la pauvreté, par exemple le problème de la dette, parce que Gbagbo a trouvé une dette qu'il a commencé à effacer. Aujourd'hui, près de, au minimum 40% de la richesse créée qu'on appelle le PIB, ça c'est ce que le pouvoir en place, ça ce sont les chiffres officiels. Et tout ça, on a désorganisé, on a mis le désordre dans l'appareil politique avec ce coup d'État-là. Et celui qui est là maintenant, évidemment, on voit bien qu'il a arrêté, à travers ce coup d'État, via la France, il a arrêté le processus d'évolution. Et c'est ça qui est à la base de la pauvreté. Donc, tous ceux qui sont à Abidjan, tous ceux qui sont victimes de cette pauvreté, de cette, comme on dit, vie qui est très chère, etc., ceux-là, ils se nourrissent de l'espoir de voir leur vie changer en bien grâce à l'arrivée de Gbagbo. Parce qu'ils espèrent qu'avec Gbagbo, c'était ça la conclusion de votre démonstration. Voilà, donc, c'est ce que je suis en train de dire. Et je voudrais souligner que la Côte d'Ivoire est le noyau fédérateur de l'Afrique et précisément de l'Afrique de l'Ouest. Que se passe-t-il? À commencer par l'UEMOA. Mais professeur... C'est quoi je dis, l'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est vrai, vous êtes économiste dans votre région. On le sent. Sur une population de 26 millions d'habitants, on dénombre que 30% au moins sont des nationalités différentes. Donc, on est dans ce cercle-là et on vient mettre le feu. Mais le discours politique, dans le sens de la réconciliation nationale, qu'est-ce qu'on peut attendre désormais du président Laurent Gbagbo? C'est ça le plus important. Mais le président Gbagbo ne fait que dire, et je répète, qu'aujourd'hui, l'Afrique doit reprendre son destin en main. Et pour reprendre son destin en main, ça veut dire que... il faut faire la paix chez soi. Non seulement il faut faire la paix chez soi, mais n'oublions pas, quand Gbagbo était au pouvoir, il a supprimé ce qu'on appelle les cartes de séjour. C'est Ouattara qui est venu installer la carte de séjour. Et ainsi de suite. Alors, donc ce sont là des faits. Les cartes de séjour étaient là avant l'arrivée au pouvoir du président Laurent Gbagbo. Je pense que le professeur se mélange un peu. Quand l'actuel président était Premier ministre, c'est en ce moment-là qu'il y avait la carte. Soufoué-Boigny. Et qui l'a instauré? C'est Ouattara. Il était Premier ministre. Il était Premier ministre. Et lui-même, il a justifié. Il dit que c'était pour faire des nouvelles recettes. Donc, je ne rentre pas dans ça. Je suis en train de dire
regardons le monde. Vous ne verrez jamais les locaux-d'hommes, c'est-à-dire les Blancs, s'entretuer entre eux pour les intérêts. Non, ça, vous ne pouvez pas parce que c'est important. Ça, pour les intérêts des Africains, non. C'est nous, les Africains, qui nous entretuons pour faire plaisir aux Blancs parce que c'est lui qui nous donne le pouvoir. Et c'est ce qu'on appelle la politique du troisième homme. La politique du troisième homme consiste pour le premier homme. On va laisser. Mais j'ai fini parce que ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent. Oui, mais le premier homme envahisseur, dans ce cas d'espèce, c'est la France. Le deuxième homme qui est envahi, ce sont les millions d'Africains. Mais pour y parvenir, il faut utiliser un troisième homme. C'est une petite poignée d'Africains qui appuient sur la gâchette. Et ça a été toujours comme ça. Et il faut que ça cesse. Et en ce qui concerne la réconciliation, prendre conscience. Très bien. C'est ça. Merci, professeur. On a bien en ce qui concerne la réconciliation, je partage l'analyse de votre analyse politique. Votre analyse politique. Le souhait des Ivoiriens aujourd'hui, c'est aller vraiment à une réconciliation sincère et tourner cette page diabolique que nous avons eue. Et aujourd'hui, je pense que des millions d'Ivoiriens et même d'Africains sont dans cet esprit de réconciliation. Et quelque part, je salue la venue de Gbagbo. On a senti l'amertume chez lui, on a senti qu'il veut vraiment aller à la réconciliation. Si c'est cette partition qui veut jouer, au-delà de nos joutes politiques et tout ça, si c'est cette partition qui veut jouer, la Côte d'Ivoire en a besoin. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il est économiste, moi je ne suis pas. Bien sûr. Mais je veux dire que tout ce que le professeur vient d'évoquer, mais c'est la plaie de toute l'Afrique. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas spécifique pour l'Ivoirien. Non, bon, lui, il met tout sur Alassane Ouattara, mais bon, je pense que c'est le machin. Mais Alassane Ouattara est un pragmatique. Il sait que croiser le fer, comme ça, comme Gbagbo a voulu faire avec les Blancs, c'est un disciple d'Houphouët-Boigny quand même. Il sait qu'il faut des ponts, il faut des routes, il faut des infrastructures, il faut des universités. En 10 ans, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, ce qui est le mal, c'est que l'Africain doit changer sa mentalité. Nous avons des instructions. Moi, ça me fait mal de voir un professeur d'économie qui donne son savoir aux petits blancs ici, et qu'en Afrique, on en a besoin. Ça me fait mal. Parce que je vous dis que je le suis, sur YouTube, sur machin. Maintenant, mais c'est important le point que vous évoquez, et ça nous amène à aborder des aspects concrets de la question. Le 11 novembre 2020, le président Alassane Ouattara et l'ancien président Henri Konan Bédié se sont rencontrés à l'hôtel du Golfe. C'était pour décrisper les tensions post-électorales d'octobre 2020. Est-ce qu'on peut espérer, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, que le président Alassane Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo se retrouvent? L'analyse qu'on vient d'écouter dit il faut que les trois s'asseyent et qu'ils parlent de la Côte d'Ivoire de demain. C'est ce que les Ivoiriens demandent. La majorité des Ivoiriens, que ce soit FPI, RHDP ou PDCI, cette réalité-là, aujourd'hui, on a fait tout le tour. Le président Alassane Ouattara est dans cette disposition. Mais bien sûr, sinon, Gbagbo est sorti Gbagbo a été libéré il y a presque une année. Et je veux dire que... Non, pas une année. Mais la première décision, ça fait une année qu'il a... Oui, bien sûr. Je veux dire que les trois grands sont conscients qu'il faut cette réconciliation pour stabiliser non seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique de l'Ouest. Avec tout ce qui se passe. Vous savez, il n'y a pas un jour, si
la frontière de la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée par les terroristes. Non. Ça, c'est une réalité. Vous nous dites ici que le président Alassane Ouattara va exprimer le souhait de rencontrer son prédécesseur. Mais il a fait des pas. Lesquels? Le fait, vous allez dire que c'est anecdotique, mais le fait de dire, bon, le pavillon est à la disposition de Laurent Gbagbo, et dire qu'il peut venir quand il veut, et le rétablir dans tous ses droits, quand même, bon, on ne peut pas dire... On n'aurait pas dû lui couper déjà ses droits. Pourquoi pas? Sans aucune condamnation, parce que quand vous n'êtes pas condamné, vous jouissez de la présomption d'innocence, vous jouissez normalement de tous vos droits. Il est condamné en Côte d'Ivoire, déjà. Vous ne pouvez pas parler d'indépendance et puis ignorer la justice de Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Je veux dire que... On est d'accord avec vous, totalement d'accord. Et je veux dire que Laurent Gbagbo, un ancien président qui n'a pas su gérer son mandat, lui-même il a dit qu'il a géré la Côte d'Ivoire d'une manière calamiteuse, et vous voulez que non, il cette Côte... Les élections, ce sont des... Non, il a géré la Côte d'Ivoire il a géré la Côte d'Ivoire dans une... Et il dit vrai, même l'accueil que ses partisans devaient être censés de bien organiser, vous avez vu la cacophonie. Ça, c'est la réalité, c'est comme ça qu'il a géré la Côte d'Ivoire. Maintenant, cette page doit être tournée, et Laurent Gbagbo doit jouer sa partition pour renforcer déjà la réconciliation. Vous m'avez interpellé sur la rencontre Bédié-Ouattara. Mais c'est dans la ligne directe de ce que le président Alassane Ouattara souhaite. Parce que à ces âges-là, quand même, ils ne veulent pas laisser leur rivalité prendre le dessus. C'est pour cela, je ne suis pas d'accord avec le professeur qui souhaite... Laurent Gbagbo, il a fait 10 ans au pouvoir, il a fait 10 ans... S'il reste citoyen, il a le droit, en tant que citoyen, d'être candidat à l'élection. On ne pense pas à... Je pense qu'il y a des éminents professeurs, il y a des éminents politiques au FPI et même aussi au RHDP pour assurer le relais de ces trois personnalités. Ça, c'est mon avis personnel. Merci. Nous aurons l'occasion de nous retrouver à nouveau dans le cadre d'autres émissions pour évoquer effectivement la Côte d'Ivoire de demain, notamment ce que chacune des personnalités, des trois personnalités dont nous avons parlé dans cette émission, ce que chacune d'elles est prête à faire, à consentir pour que les démons dont parle M. Yao ne se reproduisent plus dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique sera impactée négativement si la Côte d'Ivoire a des problèmes. Merci professeur. Nous sommes malheureusement à la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler, pour décrypter ce retour de Laurent Gbagbo, de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Merci à vous également, Adama. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment le plaisir pour moi. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci.